Est-ce que tu savais que 6% de la population, soit 4 millions de personnes, étaient mal logées ou privées de domicile en France? Ben, je savais que c'était un problème, mais j'avais pas les chiffres en tête, non. Et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire pour lutter contre ça? Oula, bah j'en sais rien, j'ai déjà pas mal de soucis à régler pour moi déjà. Ah, t'inquiète, je te fais marcher. En fait, il y a de fortes chances pour que tu fasses déjà quelque chose pour lutter contre le problème de manque de logement à prix abordable en France. Je pense pas, non. Est-ce que tu as un livret A, un livret de développement durable et solidaire ou un livret d'épargne populaire? Ah oui, si, effectivement. Eh bien sache qu'en moyenne, 60% de l'argent que tu places sur ces livrets dits réglementés s'en va à la Caisse des dépôts et consignations, un établissement public qui va ensuite utiliser une partie de ton argent pour financer la construction ou la rénovation de logements sociaux. Donc des HLM, des EHPAD, des foyers pour les jeunes travailleurs, des résidences étudiantes, des hébergements d'urgence, etc. Ah bah bonne nouvelle, je connaissais pas ce truc. Et tu dis que c'est la Caisse des dépôts qui s'en occupe? C'est ça, c'est un établissement financier assez puissant, 100% français, qui investit dans des tas de projets plutôt orientés économie sociale, protection de l'environnement, renouvellement urbain. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui est au courant de ces missions. Allez d'accord, ça a marché, je suis curieux, je veux bien en savoir plus. Alors, la Caisse des dépôts et consignations, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, ça fait un peu institution centenaire pompeuse fondée par le marquis de Trucmuche en l'an de grâce 1732. T'es pas loin. La Caisse des dépôts a été créée en 1816 sous Louis XVIII. Au début, l'objectif c'était de financer l'État français, qui était un peu sur la paille après les guerres napoléoniennes. Mais très vite, dès 1822, la Caisse des dépôts s'est tournée vers des missions d'intérêt général. Ah, bah je veux bien que tu me définisses ça, qu'est-ce que l'intérêt général? C'est inévitablement lié aux grandes orientations des politiques publiques. Par exemple, la cohésion sociale et la protection de l'environnement semblent être à l'honneur, donc la Caisse des dépôts va investir dans des projets de construction liés aux énergies renouvelables ou à la rénovation thermique des bâtiments. Mais plus largement, l'intérêt général, c'est tout ce qui touche à des besoins importants ou à des sujets d'avenir et qui pourtant ont du mal à trouver des financements dans la sphère privée. Typiquement, le problème des Français mal logés est évident, mais comment demander à une banque de financer la construction d'un immeuble destiné à accueillir des personnes à revenus modestes qui ont déjà du mal à payer un loyer au prix de marché? Eh ben oui, la banque va gentiment passer son chemin, ça c'est sûr. Autre exemple, comment pour une mairie financer le renouvellement nécessaire du réseau d'eau de la ville alors que les factures des abonnés mettront plus de 30 ans à payer pour les travaux? Aller voir les banques ou les marchés financiers est une option, mais le privé ne veut pas toujours financer des projets sur des durées aussi longues, particulièrement en cas de crise financière. Le même genre de raisonnement s'applique pour des associations ou des petites entreprises. Les financements sont parfois difficiles à obtenir à cause d'impératifs de rentabilité excessifs à trop court terme. C'est autour de ce type de projet que la Caisse des dépôts se positionne. Quand le privé trouve que ce n'est pas assez rentable, pas assez vite, la Caisse des dépôts peut être une option. Ok, mais t'aurais pas un genre de récap de tout ce qui est financé, histoire d'avoir une idée? Alors, l'organisation de la Caisse des dépôts est plutôt complexe. Il y a deux branches séparées qu'on appelle fonds d'épargne et section générale. Pour plus de simplicité, on va raisonner en agrégeant tout ça. Le bilan de la Caisse des dépôts dans son ensemble est de 430 milliards d'euros. Et l'activité principale, c'est clairement le financement du logement social. La Caisse des dépôts a prêté 12 milliards en 2018 pour faire construire plus de 80 000 logements et en réhabiliter 140 000 autres. Le cumul de tous les prêts en cours dédiés à cette activité s'élève à 163 milliards d'euros. Attends, là je comprends pas, c'est 12 milliards ou 163 milliards pour le logement social? C'est quand même pas pareil. 163 milliards, c'est le stock, l'ensemble des prêts accordés en cours de remboursement. Tu vas donc potentiellement trouver dans ce chiffre des prêts qui datent de 1990 et qui sont toujours en train d'être remboursés. Par contre, 12 milliards, ça c'est le montant des nouveaux prêts accordés en 2018. Ah ok, donc ton chiffre de 430 milliards, c'est pas le budget annuel de la Caisse des dépôts, c'est l'ensemble de tout ce qu'elle possède quoi. Exactement. Ok, ça va, je capte. Donc, en plus des prêts dédiés au logement social, il y a les prêts accordés aux collectivités pour rénover les réseaux d'eau, construire des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des hôpitaux, etc. Plus tous les apports en capital dans des sociétés d'économie mixte. Là, ce sont des entreprises dont les actionnaires sont à la fois des institutions publiques et aussi des investisseurs privés. Des sociétés d'économie mixte? T'as des exemples? Ah bah il y en a plein, par exemple la société qui gère les visites de la Tour Eiffel ou encore celle qui organise le Salon de l'Agriculture. Ah ok. Tout ça représente près de la moitié du bilan de la Caisse des dépôts. Ensuite, on passe aux placements financiers. Il y en a pour 184 milliards, dont 145 d'obligations et plus de 30 milliards d'actions. On a donc 43% des fonds gérés par la Caisse des dépôts qui sont placés sur les marchés financiers. Donc en gros, on a 184 milliards d'euros qui servent à la spéculation. Vive l'intérêt général. Alors, tu vas un peu vite. Les marchés financiers sont très critiquables et ont de nombreux biais. Certains d'entre eux ont déjà été évoqués sur cette chaîne. Maintenant, même en reconnaissant que les marchés financiers sont très imparfaits, il n'empêche qu'il est quand même possible d'essayer d'y avoir une activité qui aille dans le sens de l'intérêt général.
Par exemple, la Caisse des dépôts est un investisseur de long terme, donc toute la partie obligation n'est pas spéculative. Je n'entre pas dans le détail, mais pour spéculer sur de la dette, il faut acheter et vendre au cours de la vie de l'obligation afin de pouvoir profiter des hausses ou des baisses de prix. Or, clairement, sauf contraintes structurelles qui forceraient à vendre avant la maturité, la Caisse des dépôts achète les obligations au début de leur vie et les garde jusqu'à la fin, jusqu'au remboursement final. Donc pas de spéculation. Ensuite, sur les actions, la spéculation volontaire la plus nocive, celle qu'on aimerait éviter, est liée à une activité qui consiste à tirer profit de mouvements qui n'ont rien à voir avec la réalité. Par exemple, pour une raison X ou Y, l'action d'une entreprise prend 10% alors que sa production de richesse n'a pas évolué. Ce genre de technique fonctionne sur des temps plutôt courts. On achète le lundi pour revendre le vendredi. Les financiers qui se placent sur un temps d'investissement plus long, 5 à 10 ans, cherchent davantage à tirer profit d'une prise de valeur liée à un véritable développement, augmentation du chiffre d'affaires, des bénéfices, etc. Ou alors ils cherchent à toucher des dividendes, dividendes qui théoriquement correspondent bien à une réalité économique. L'entreprise fait des bénéfices, donc elle distribue une partie de la richesse créée. Or, encore une fois, la Caisse des dépôts est un investisseur de long terme. Ouais, d'accord. Deuxième point, la Caisse des dépôts investit dans des domaines peu rentables, délaissés par le secteur privé, logement social et prêts de long terme aux collectivités. Mais pour maintenir son indépendance, il ne faudrait pas qu'elle aille demander de l'aide à tout bout de champ parce qu'elle serait déficitaire. Donc les investissements sur les marchés financiers sont un moyen de maintenir une certaine rentabilité qui assure à la Caisse des dépôts de ne pas dépendre de financements extérieurs. De plus, les bénéfices qu'elle réalise sont réinvestis dans son cœur de métier. Ouais, ok, c'est pas con. Enfin, dernier point, les livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire, sont rémunérés et parfaitement liquides. Il y a ici deux contraintes. D'abord, la rentabilité de la Caisse des dépôts doit être suffisante pour assurer la rémunération des livrets d'épargne. Mais en plus, il faut s'assurer que les gens puissent venir retirer leur argent à n'importe quel moment. Comment ça? Eh bien, rien ne t'empêche d'aller retirer l'argent de ton livret A demain matin pour aller faire du shopping. Dans ce cas, impossible que l'on te dise « Désolé, votre argent n'est pas disponible, il a été prêté à la mairie de Saintes pour la maintenance de son réseau d'eau et ne sera remboursé que dans 30 ans. » Non, il faut que ton argent soit là, toujours accessible, si tu en fais la demande. C'est pour ça qu'une partie des investissements réalisés par la Caisse des dépôts doit correspondre à des actifs financiers facilement revendables pour faire face à une éventuelle demande de retrait. C'est aussi ça le rôle des actifs investis sur les marchés financiers. Contrairement aux prêts destinés au logement social ou aux collectivités, ils sont très liquides, ils sont facilement revendables. D'accord, ça tient la route. Bon, et alors sur les 430 milliards, les 20% restants, ils servent à quoi? Alors, il y a 31 milliards de divers que je n'ai pas réussi à faire rentrer dans les cases et sur lesquels on n'a pas vraiment le temps de s'attarder. En revanche, les 5% restants correspondent aux participations. La Caisse des dépôts contrôle partiellement différentes entreprises qui fournissent des services qui vont dans le sens de ce qu'elle essaye de promouvoir. Par exemple, la Caisse des dépôts est actionnaire à parité avec l'État de la Banque publique d'investissement, BPI France, qui contrairement à son nom n'est pas vraiment une banque. Comme elle ne reçoit pas de dépôt, elle ne peut pas créer de monnaie. Mais bref, son rôle c'est de financer sur le long terme des petites et moyennes entreprises innovantes. La Caisse des dépôts est aussi actionnaire de CNP Assurance qui domine sur le marché de l'assurance vie et de l'assurance emprunteur, de La Poste, d'ICAD qui a une activité de gestion de parcs immobiliers, de Compagnie des Alpes qui construit, entretient et exploite des domaines skiables et des parcs de loisirs, de Transdev qui s'occupe de mobilité, autocars, métro, tramway, bus, de RTE, réseau de transport d'électricité, etc., etc. Ah ouais, c'est quand même assez bizarre de complètement prendre le contrôle d'entreprise, non? Autant investir, ok, mais là ce sont carrément des filiales. Oui, mais c'est parce que la plupart de ces filiales n'ont pas été acquises. En fait, la grande majorité d'entre elles sont des activités qui, à l'origine, ont été créées par la Caisse des dépôts, puis se sont développées, puis ont été filialisées. En fait, la Caisse des dépôts est aussi un précurseur dans le domaine des incubateurs d'entreprises. Et ben avec tout ça, c'est un beau bordel. Tu m'étonnes qu'on n'entende pas souvent parler de la Caisse des dépôts. C'est quand même vachement difficile de comprendre ce qu'elle fabrique. Et en même temps, hein, les entreprises publiques... Ouais, alors la Caisse des dépôts est publique, mais elle est quand même assez unique en son genre. Comment ça unique? Par exemple, il n'y a pas de dividende. La Caisse des dépôts a fait 3,3 milliards d'euros de bénéfices en 2018. De ces 3,3 milliards, 1,6 sont versés à l'État parce que contribuer au budget de l'État est perçu comme une manière de contribuer à l'intérêt général, et le reste est réinvesti pour financer l'activité de la Caisse des dépôts en 2019. Et ben du coup, les 1,6 milliards pour l'État, c'est un peu comme des dividendes, non? Oui, mais non. Dans une entreprise classique, les actionnaires nomment les principaux directeurs et décident des grandes orientations stratégiques. La Caisse des dépôts n'a pas d'actionnaire, elle est indépendante. Son action est encadrée par une loi du Code monétaire et financier et par une commission de surveillance. Il s'agit d'un organe qui contrôle la manière dont est gérée la Caisse des dépôts et qui délibère sur sa stratégie. Au sein de cette commission, on retrouve 10 personnes membres du Parlement et du Sénat et 6 personnalités qualifiées.
La démocratie a parlé. Un établissement public avec des filiales dans le privé, indépendant, au service des citoyens et des territoires, qui finance des projets d'intérêt général et pas forcément hyper rentables. C'est beau. Ouais, alors, le directeur général de la Caisse des dépôts est quand même nommé par décret du président de la République. Et puis côté commission de surveillance, avec une majorité de sénateurs et de députés, on est quand même sur une gouvernance proche des milieux politiques. Ok, on n'a peut-être pas atteint la perfection ultime. Et du coup, cette Caisse des dépôts, elle n'investit que l'argent du livret A, du coup? Alors, on va reprendre notre bilan de 430 milliards et on va regarder d'où viennent les fonds. Les livrets réglementés, livret A, livret de développement durable et solidaire et livret d'épargne populaire, ça représente 253 milliards, donc c'est près de 60% du bilan. Ensuite, il y a le cumul de tous les bénéfices passés qui n'ont pas servi à financer le budget de l'État et qui ont été réinvestis. C'est 48 milliards. C'est une partie importante parce que c'est ce qui permet à la Caisse des dépôts de rester indépendante financièrement. Si jamais il devait y avoir des pertes, ce sont ces 48 milliards qui serviraient d'amortisseur pour éviter la faillite. D'accord, donc ça veut dire que la Caisse des dépôts peut perdre jusqu'à 48 milliards avant de faire faillite, c'est ça? Exactement. Ensuite, viennent les émissions de dette, 44 milliards. La Caisse des dépôts fait comme l'État, elle se finance en partie sur les marchés financiers, en émettant des obligations. Ensuite, il y a encore du divers, des trucs qui rentrent pas vraiment dans les cases et dont on n'a pas le temps de parler, 19 milliards. Et puis pour finir, il reste les dépôts des notaires et les consignations, 66 milliards. Ah, bah je vois que tu as gardé le plus obscur pour la fin. Qu'est-ce que c'est qu'un dépôt de notaire et une consignation? Ok, qu'est-ce qu'un notaire? Pour ce qui nous intéresse, c'est la personne qui va valider une transaction immobilière. L'obligation de passer par un notaire, qui est une profession juridique, permet de bien sécuriser tout ce qui se passe en matière d'immobilier et aussi de vérifier que toutes les taxes en la matière sont bien payées. La procédure veut que ce soit le notaire qui récupère les fonds de la transaction. Quand tu achètes une maison, tu transfères d'abord les fonds sur le compte de la Caisse des dépôts du notaire, et une fois que tout est en ordre, le notaire transfère le tout sur le compte du vendeur. Mais je comprends pas, pourquoi pas directement faire le transfert de l'acheteur vers le vendeur? Alors, c'est pas vraiment le sujet, donc on reste concentré. Puisque l'argent de la transaction immobilière passe toujours par les comptes des notaires et qu'il y a tout le temps des transactions, on se retrouve avec une espèce de réserve disponible. L'argent n'arrête pas de rentrer et de sortir, mais il en reste toujours une certaine quantité. C'est d'ailleurs le même principe pour les livrets réglementés. Il y a toujours des gens qui déposent de l'argent et des gens qui en retirent, si bien que dans l'ensemble, la somme disponible reste relativement stable. Ah ouais, c'est malin. Alors ici, on a mentionné les notaires, mais il y a d'autres professions qui utilisent le même système, si bien qu'on parle des dépôts juridiques. Sur les 66 milliards, ces dépôts représentent environ 80% du total. Et donc les consignations représentent les 20% restants, j'imagine. C'est ça. En gros, la consignation, c'est aussi une procédure juridique. Mettons que le propriétaire de ton appartement t'ait promis des travaux avant que tu n'emménages, mais que tu ne vois jamais la couleur de ces travaux. Si cela devient un litige entre toi et le propriétaire, il est possible de consigner tes loyers. Au lieu de payer ton loyer au propriétaire, tu le verses à un tiers de confiance, la Caisse des dépôts, qui le consigne, qui le garde en sécurité le temps que le conflit soit réglé. Il peut aussi y avoir consignation pour les enfants du spectacle, par exemple. Les parents ne touchent pas les revenus de ces enfants, ils sont versés sur un compte de la Caisse des dépôts qui restituera l'ensemble une fois les enfants devenus majeurs. Finalement, tout est dans le nom du bousin, quoi. Caisse des dépôts et consignation, dépôt pour dépôt juridique et dépôt sur les livrets réglementés, et consignation pour consignation, quoi. Comme quoi, le nom a l'air pompeux comme ça, mais en fait, il est parfaitement clair.